Secrétaire, soyez les bienvenus. Merci Delphin, merci pour l'invitation. Je profite également de l'occasion de votre micro pour saluer les nombreux téléspectateurs de votre émission qui montent en puissance, mais également vous me permettrez de saluer, de féliciter les militantes et militants de mon parti politique parce que le samedi dernier, 3 avril, nous avions tenu pour la deuxième fois depuis que nous sommes à la commande de notre parti politique, la matinée politique, que nous avions voulu mensuelle. Chaque premier week-end du mois, nous organisons les matinées politiques. Et pour ces 3 avril, il y a eu beaucoup plus de militants et militantes qui ont répondu positivement. Et en tout cas, je profite de votre micro pour les saluer et surtout les féliciter et les encourager de continuer dans cette lancée-là. Voilà, merci Monsieur Blanchard Mongomba, mais vous ne serez pas seul sur ces plateaux. Dans quelques minutes, il y aura la présence de professeur Chilumbaye. Il est cadre influent de l'UDPS qui fera son entrée sur ces plateaux pour décrypter avec nous la thématique prévue pour l'émission d'aujourd'hui. Nous allons parler des réformes. La réforme qui fait couler beaucoup d'encre et salive. La Mouka propose, l'UDPS propose, l'FDC propose, la société civile également propose la question divise. Voilà pourquoi nous allons analyser cette question sur ces plateaux avec M. Blanchard Mongomba et professeur Chilumbaye de l'UDPS. Au-delà de ça, nous allons également parler de ces gouvernements tant attendus, de l'union sacrée avec Samalou Konde. Qu'est-ce qui bloque jusque-là pour qu'il y ait les gouvernements, les social peuples, l'APK, les petits problèmes, je ne sais pas. C'est les petits problèmes, le problème entre Gentini Ngobila, Godin Poy, Nero Mbungu et les députés de la ville-province de Kinshasa. Nous allons analyser tout cela avec mon invité aujourd'hui. Mais commençons par la première thématique, les réformes. Maître Blanchard Mongomba, vous êtes de Nouvel Élan. Vous êtes avec le Premier ministre Adolphe Mouzitou, également avec Fayou. Vous avez proposé votre façon de voir les réformes. Alors, peut-on-nous comprendre quelle est votre analyse ou les réformes que vous proposez à la place publique? D'abord, Delphin, il faut dire que le réforme, nous pouvons l'entendre ou le comprendre comme un mécanisme qui consiste à appliquer, à mettre en place les nouvelles méthodes, nouvelles stratagèmes pour essayer de résoudre les écueils que nous avions connus par rapport à une situation donnée. Et parce que ici nous parlons de réformes électorales, il faut rappeler ici que dans notre pays, depuis l'avènement de la Constitution du 18 février telle que modifiée, nous avions connu 3 cycles électoraux de 2006, 2011 à 2018. Et ces 3 cycles électoraux, nous sommes sans ignorer que ça nous a apporté plus de problèmes que des solutions. On a vu en 2006, voulais-je dire, il y a eu échange de coups de balle entre M. Jean-Pierre Bemba et Kabila ici, dans la ville capitale de Kinshasa. En 2011, d'ailleurs, il y a eu notre compatriote Igo Tanzambi, qui est son âme repose en paix, que nous avions perdu à cause de cette situation électorale qui n'a arrangé personne. En 2011, nous avons vu M. Etienne Tshisekedi, les Sphinx, prêter serment à la 10e rue, chez lui à la maison. Ça pose problème et finalement ça a débouché à l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'a pas été prévu par la Constitution. Ça, il faut le dire, et ça a mené à un glissement. Au lieu de 2016 pour les élections, on a eu les élections en 2018 et pour ça, il fallait perdre ou manifester et jusqu'à perdre de vies humaines. Je peux citer Rossi Mukendi, je peux vous citer Thérèse Kapangala et tant d'autres compatriotes à Kinshasa comme en province. 2018, jusqu'à ces jours, nous continuons à exiger la vérité des urnes. Nous continuons à dire que les institutions actuelles qui gouvernent par défi contre la volonté de notre peuple n'ont pas été investis ou n'ont pas été choisis de manière démocratique. Ce qui fait que, en tant que responsables, en tant que politique, nous devons par moments nous arrêter, nous poser des questions.
qu'est-ce qui occasionne chaque fois ces contestations? D'ailleurs, je peux aller un peu plus loin pour rappeler que l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février dit, énonce clairement que parmi les éléments qui bloquent le développement de notre pays, nous avons notamment la crise des légitimités. Donc, vous notez avec moi que cette situation de contestation de résultats, la crise des légitimités ne commence pas aujourd'hui. Mais puisque ça ne commence pas aujourd'hui et que tous, nous sommes conscients de cette situation parce que, ayant voté ces ténors de la Constitution du 18 février 2018, nous devons nous poser des questions. Nous devons les pouvons nous aider justement à résoudre cette question. Voilà pourquoi nous nous disons que les réformes sont une solution pour nous aider justement à poser non seulement le diagnostic, mais surtout à apporter le remède. Je conclue, je finis juste en disant que nous avons posé le diagnostic et nous avions vu que le problème, c'est au niveau de la CENI. L'organisation de cette institution, sa composition, ça fait appel à la loi portant organisation, l'organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avions dit, la CENI organise les élections, proclame les résultats, mais c'est la Cour constitutionnelle qui confirme il y a un problème. Nous devons également aller au niveau de la Cour constitutionnelle et la loi électorale. Attendez, je veux que les gens nous comprennent, puissent comprendre la démarche de cette émission. Vous avez essayé un peu d'expliquer les problèmes qui vous ont poussé de proposer les réformes. Toute la classe politique congolaise, elle est d'accord pour qu'il y ait les réformes. Alors, quelles sont les réformes que vous, là, quand vous voulez? C'est ça la question directe. Merci pour en tout cas, cette question. Je le disais tantôt, c'est que nous pensons que les réformes doivent commencer au niveau de l'organe censé organiser et encadrer les élections en République démocratique du Congo. Je cite la Commission électorale nationale indépendante. Pourquoi? Parce que nous estimons que la CENI, si vous voyez sa composition et son organisation actuelle, je ne veux pas rappeler ici qu'avant que nous puissions avoir la CENI, Commission électorale nationale indépendante, nous avions avant la CEI, la Commission électorale indépendante. Et cette CEI, avec Abbé Malou Malou. Avec Abbé Malou Malou, paix à son âme, mais c'était une initiative ou une proposition des belligérants. Parce que lorsque les acteurs sont revenus des Sun City, il faut dire qu'il y avait trois forces en présence. Il y avait les belligérants, notamment le groupe dirigé par Jean-Pierre Bemba à l'époque, le Mouvement de libération du Congo. Nous avions le RCD avec Azarias Rouberois. Nous avions le pouvoir de Kinshasa, mais qui était l'émanation de l'AFDL. Donc, c'est pour dire que ces trois composantes, je ne cite pas la société civile, c'est vrai que la société civile aussi avait amené de recommandations, mais le MLC, le RCD, Zahid Ngoma, il est aussi parmi... Voilà, lui faisait partie de l'opposition ici non armée, je crois, si je ne m'abuse, de Kinshasa. Mais les trois belligérants, les trois composantes, ce sont eux qui étaient imposés parce que qui avait des armes, qui avait une force, il fallait éviter à ce que le pays soit à nouveau partagé, déchiré avec ces guerres. Il fallait se mettre d'accord pourvu que nous puissions avancer. C'est dans ces contextes-là que nous avions eu la CEI. Et si vous lisez les textes qui ont précédé la CEI, on dit clairement que les animateurs de la commission électorale indépendante, j'insiste, on parle de indépendante. Donc, c'est une commission qui a été voulue indépendante. Mais malheureusement, puisqu'il y avait les belligérants, il y avait des gens qui étaient forts, dans les entre guillemets, puisqu'ils avaient des armes, il fallait leur faire plaisir en mettant les noms, c'est-à-dire en laissant une ouverture à ce qu'ils proposent leurs délégués. C'est comme ça qu'il y a une disposition dans la loi, la Constitution de la transition, qui dit que force en présence envoie leurs délégués pour qu'ils occupent de postes au niveau de la commission électorale qui a été voulue au départ indépendante. C'est ce qui fait que,
en évoluant au fur et à mesure 2006, 2011, 2018, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, la commission électorale n'était pas indépendante. Je me limite à la commission électorale. J'ai élide la partie indépendante parce que son indépendance a été vidée par le fait que les politiques s'étaient invités. C'est mixé dans la gestion de la CENI. Exactement. Et le fait que les politiques se sont invités, nous ne pouvions plus parler de la commission électorale indépendante. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Parce que les élections, c'est pour les politiciens. Les politiciens doivent quand même avoir un œil au sein de l'organisation pour voir comment les choses se passent. C'était une bonne idée. Je ne sais pas si, en quoi c'était mauvais. Vous pouvez avoir raison que c'était une bonne idée parce que on voyait le contexte. Je le dis, il y avait des belligérants, il fallait essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est comme ça, peut-être que les constituants dérivés, pas les constituants originels, avaient proposé à ce que nous puissions avoir les politiques au sein de cette commission, parce que qui devait surveiller l'autre? Les gens s'est redoutés un peu, il y avait cette crainte-là que en laissant la société civile simplement, elle pouvait se faire manipuler par telle ou telle autre force. À ce niveau-là, on peut comprendre que le contexte était tel qu'il fallait que les politiques s'invitent. Mais à ce jour, en évoluant, 2006, 2011, 2018, je le dis, on s'est rendu compte qu'il y a de sérieux problèmes. Nous voulions d'une commission électorale indépendante, mais au finish, on se rend compte que le président de cette commission, qui lui, par principe, provient de la société civile, il s'est fait seconder par un vice-président. Dans les confessions religieuses. Les confessions religieuses. Et le vice-président, lui, il provient du pouvoir. Parce qu'il faut dire que cette loi organique a été modifiée et reprise, je crois, en 2011. En 2013, et ces modifications-là ont fait que c'est le président, le vice-président, qui puisse provenir de la majorité qui gouverne. Ce qui fait que, dans la pratique, c'est le vice-président qui, en réalité, a plus l'essentiel du pouvoir dans cette organisation censée être indépendante. Voilà pourquoi nous, au niveau de la MOCA, nous avions estimé qu'il fallait aller aux réformes pour que nous puissions faire de cette commission électorale. Que le vice-président, selon vous, avait le pouvoir plus que le président titulaire. Comment? Parce qu'on sait que Abbé Malumalu avait tout le pouvoir, Ngoï Mulunda avait tous les pouvoirs, Nang avait tous les pouvoirs, Bassengezi et d'autres suivaient. C'est que le président disait. En quoi vous appuyez cela? Si vous voyez la commission électorale telle que ça a été composée, avec la CI de l'Abbé Malumalu, vous remarquerez que il y avait le président qui était là et il y avait plusieurs commissions qui étaient en tout cas disséminées et chaque commission avait des prérogatives. Mais avec la réforme, je crois, de 2011 qui a suivi juste les élections de 2006, vous remarquerez que le vice-président, lui, il a été constitué un peu comme une plaque tournante. C'est le vice-président qui avait l'essentiel du pouvoir judiciaire, lui pratiquement qui contrôlait les commissions qui autrefois étaient dirigées par le responsable selon la technicité de chaque organe, de chaque de ces commissions. Tous ces pouvoirs-là, on a concentré et ça a été confié au vice-président de la commission électorale nationale indépendante. Et malheureusement, il s'est fait que le vice-président, selon la loi, c'est le délégué de la majorité au pouvoir. Ce qui fait que le président qui, lui, par principe, est de la société civile, est obligé de dépendre du vice-président parce que les moyens techniques ou le moyen financier, pour que ça passe, il faut qu'il y ait l'apport ou le concours du pouvoir en place. Mais si le vice-président n'est pas d'accord avec la présentation ou le projet qu'amène le président de la Commission électorale nationale indépendante, il bloque tout. Et le vice-président, lui, c'est l'œil du pouvoir au sein de cette institution. Alors, ce qui fait que le vice-président, c'est pratiquement lui, on l'a vu aujourd'hui avec M. Bassengezi. C'est Bassengezi qui, en réalité, est le vrai patron au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il avait quand même démissionné, lui, quand même, c'est un modèle, il avait démissionné de la CENI. Non, mais il a démissionné à l'époque de
Aujourd'hui, il est là. Pourquoi est-ce qu'il avait démissionné? C'était une stratégie de sa famille politique. Ça, tous l'on connaît. On connaît comment ça s'est passé. Mais maintenant, là, il est revenu en puissance. Il est revenu en puissance et c'est lui qui contrôlait pratiquement l'essentiel. Et on prend l'exécutif même de cette commission. On dit actuellement c'est messieurs Ronsard Malonda qui est là. Mais qui est Ronsard Malonda? Ronsard Malonda, c'est un agent du PPRD. Oublions Ronsard Malonda. Il n'est plus là. Alors, présentement, Maître Blanchard, s'il vous plaît, présentement, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un peu... Vous êtes un peu de nous expliquer les choses en long métrage. Aidez-nous, que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons la dépolitisation de cette commission électorale nationale indépendante. En commençant par quoi? Parce que j'avais commencé par vous donner le diagnostic. On a compris. Et pour nous, pour résoudre ces problèmes que nous avions diagnostiqués, le remède, c'est la dépolitisation. Comment dépolitiser? Nous disons que le bureau de la commission électorale nationale indépendante doit être composé de 8 membres. Et ces 8 membres, tous, doivent provenir de la société civile, précisément les... Pour le moment, ils sont au nombre de combien? Actuellement, je crois qu'ils sont au nombre de 13. Ok. Le bureau est composé de 13 membres, nous avons la plénière et tant d'autres. Mais nous des 13 à 8 membres. L'important, c'est quoi? Nous disons que la plénière sera composée de 27 membres, mais le bureau doit être composé de 8 membres parce que nous estimons qu'il y a 8 composantes au niveau de la société civile. Chaque composante aura la charge de envoyer un représentant au sein de cette commission électorale nationale indépendante et chaque composante ou chaque confession aura la responsabilité de assurer la démocratie, en tout cas la paix, la quiétude, parce que dans leurs églises c'est vrai, ils prêchent la paix, ils prêchent la quiétude, mais ils doivent prêcher, par exemple, en gérant cette institution censée nous donner des élections. Donc, si je vous comprends bien, Maître Blanchard, soyons pédagogiques, si je vous comprends bien, vous voulez que la présidence de la CENI soit une présidence rotative, comme ça s'est de la MOCA, les leaders qui faisaient 3 mois, si je vous comprends bien. Je voulais, premièrement, nous voulons d'une commission électorale nationale indépendante apolitique. Deuxièmement, pourquoi apolitique? Parce que nous voulons que le bureau, premièrement, soit composé uniquement des délégués de confession religieuse qui fait partie ou faisant partie de la société civile. Ce bureau qui sera composé par les délégués de la société civile ou des composantes religieuses, nous voulons que ce soit une présidence tournante. Les 8 vont commencer à se faire remplacer de manière rotative. Chaque 3 mois, nous avons un président. Chaque 3 mois, est-ce que vous mesurez les dégâts? S'il vous plaît, est-ce que vous mesurez les dégâts? Vous pensez c'est réalisable que la CENI soit dirigée par plusieurs personnes, donc la présidence de la CENI soit dirigée par plusieurs personnes? Il ne faut pas oublier, il y a la technicité au sein de la CENI. Alors, lorsque vous voulez que tout change à tout moment, vous ne voyez pas que non, vous êtes en train de mettre le processus en péril? Pas du tout, parce que je vous ai dit qu'à l'époque de la CI, il y avait les bureaux. Il y avait par exemple le bureau des opérations, Bénon, bureau des opérations. Il y avait plusieurs bureaux qui s'occupaient techniquement des questions électorales. Et ici, nous nous disons que ces bureaux vont exister. Nous voulons revenir à ces bureaux-là, dissocier ou en tout cas répartir les tâches telles que ça a été fait en 2006. Et au niveau du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ces acteurs, ces responsables, ce ne sont pas eux, justement, qui gèrent les questions techniques. Ils seront juste des figurants. Ils seront juste des figurants? Pas figurants, mais ils sont là pour coordonner. Quelle serait leur responsabilité? Leur responsabilité, c'est veiller à ce que le travail s'efface en toute indépendance. Comment on veille si on n'a pas la même mise sur la gestion? Non, mais qu'est-ce que vous appelez mainmise? Parce que la mainmise ici, moi je pense que c'est le fait pour eux d'avoir le texte que nous allons prévoir une fois de plus, la loi électorale, en donnant les directives, comment les opérations devront être
devront se dérouler et techniquement, ils auront les bureaux, les techniciens qui vont travailler. Mais les techniciens au niveau du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire la tête de la CEI, ne peut pas enfreindre ou ne peut pas affecter le travail des techniciens. Et ils seront là en train de s'assurer que est-ce que vous aviez déployé les matériels dans chaque province? Oui. Est-ce que vous aviez, par exemple, publié les résultats, vous avez réceptionné les candidatures telles que prévoit la loi? Et ils sont là pour faire ces travaux-là. Ce ne sont pas eux qui se déploient sur terrain, ce ne sont pas eux qui font exécuter les opérations de vote dans chaque bureau de vote, mais ils sont là comme étant les coordonnateurs. Vous coordonnez, vous, c'est le texte. Mais le travail technique, il y aura des techniciens, des administratifs qui seront là en train de faire ce travail. Attendez, et moi, je pense que c'est faciliter la tâche. Nous devons aider les publics. On est en train de faire l'autopsie de la proposition de Lamuka. Vous avez dit, il y aura 8 confessions religieuses. Chaque confession va son candidat qui sera président de la CENI relativement. Ok, ouais. On comprend. Chaque candidat aura son bureau selon vous, votre proposition, ou il y aura un bureau, un seul bureau. Un seul bureau est composé de 8 membres. Le bureau sera composé de 8 membres. Ces 8 membres seront alternativement remplacés pour un mandat de 3 mois. 3 mois. Voilà. Alors nous avons 5 ans. Prenons l'exemple, nous avons 5 ans pour organiser les élections. Parce que le mandat, c'est le mandat de 5 ans. Alors il y a 8 membres. Vous allez répartir comment? 3 mois. Chaque 3 mois, un quitte, il se fait remplacer par l'autre. 3 mois, l'autre arrive. Ce qui fera que il n'y aura aucun président qui pourrait prétendre... 3 mois, comment ça fait 24 mois? Qui pourrait prétendre ça fait 24 être le patron. 24 mois. Faites les calculs, mais c'est ça le principe, c'est que chaque 3 mois, nous avons un président. Est-ce que c'est pas un désordre organisé? Même pas du tout. Nous l'avions démontré, par exemple, au sein de la Mouka, le 10 avril, Adolphe Muzito va prendre la coordination de la Mouka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expérience a servi, en tout cas pour notre pays, d'exemple dans ce sens que lorsque un coordonnateur arrive, il ne peut pas se considérer comme étant les patrons des autres. Il ne peut pas se considérer comme étant le seul qui maîtrise le dossier. Ils sont à 8 et pendant qu'il exerce la présidence, il est obligé de travailler en toute transparence. Mais au sein de la Mouka, cette expérimentation n'a pas donné le fruit. Non, mais je alors vous ai vous dit voulez que mettre tout un pays... Le 10, il y aura passation de pouvoir. Avec les retards de combien de temps? Non, il n'y a pas de retard. Martin Fayulu a fait 6 mois et ça prend fin le 10 avril prochain et Adolphe Muzito prendra la... Vous pensez que cette manière de faire, ça va crédibiliser la CENI? Bien évidemment, parce qu'on n'aura pas c'est lui qui a tripatouillé les résultats, le sortant ici. On n'aura pas un Nanga tout puissant, comme on l'a vu à l'époque même de l'autre qui se trouve en prison. Abbé Malmalou? Non, c'est lui qui est en prison. Mulunda. Donc nous voulons les dirigeants, lorsqu'ils posent des actes, ils posent tout en ayant en tête que je suis contrôlé par 7 autres qui sont à mes côtés. Il ne pourra pas faire des dérapages, de sorte que lorsqu'il appose sa signature, il sait que dans 3 mois, je ne serai plus là. L'autre viendra, si je commets une bêtise, facilement il saura le détecter. Et ça risque parce que dans les innovations, il y a la pénalisation des infractions. Donc lorsque vous vous méconduisez, vous vous comportez mal, nous avions dit qu'il y a des actes qui sont répréhensibles sur le plan pénal. Un président peut se faire attaquer en justice en matière pénale au cas où il ne respectait pas de principe. Donc voilà un peu ce que nous pensons en disant que premièrement, il faut que cette présidence tournante soit composée uniquement des apolitiques de la société civile. Et nous, en tant que politiques, nous serons là uniquement pour vérifier, pour s'assurer qu'ils font du bon travail. Nous ne pouvons plus être acteurs et peser à l'échiquier parce que nous sommes le joueur. L'arbitre, nous devons laisser à ce que le règle de jeu soit édictée, certes par tous, nous devons nous mettre d'accord. Mais la gestion du match ne doit pas être faite et par le joueur, et par l'arbitre. Nous devons laisser l'arbitre l'indépendance, la conduire le match et nous, en tant qu'acteurs, nous allons nous préparer uniquement pour remporter les matchs sur terrain. Alors, si ça s'est fait de cette manière-là,
vous serez d'accord d'aller aux élections en 2023 parce que vous serez sûr que la CENI sera indépendante? D'abord, cette manière de poser la question, je ne suis pas d'accord avec, puisque en les présentant comme ça donne l'impression que nous ne sommes pas d'accord d'aller aux élections. Non. Parce que vous conditionnez, apparemment, c'est comme si vous conditionnez les élections par rapport à votre manière, votre façon de voir les choses. Parce que si ça ne se fait pas comme ça, donc selon vous, l'élection en 2023, ce serait une élection triquée d'avance. Donc, Delphin, ici sur ces plateaux, me confirme que les amis qui gèrent aujourd'hui par défi ont levé l'option de ne pas respecter la volonté du peuple d'aller aux réformes. Donc c'est ce que vous nous confirmez ici autour de ça. Je suis en train de vous poser vous la question par rapport à ce que vous avez proposé. Parce que la Mouka, ce n'est pas tout le monde. Les autres ont aussi... J'étais avec président Noël Tchani sur la chaise là. Mais Tchani n'est pas la Mouka. S'il vous plaît, j'étais avec président Noël Tchani. Lui, il a plutôt pensé, oui, il faut aller aux réformes, mais il pense que nous devons prendre l'organisation des élections, donner au ministère de l'Intérieur, également le président Gabriel Mouka, qui est aussi président de la République, lui aussi pense de cette manière, comme ça s'est fait en France, c'est une manière de laisser l'État gérer. Et vous, la Mouka, si ça s'est fait de cette manière, vous serez pour? D'abord, M. Tchani, je ne crois pas qu'il a été voté même par 15 Congolais. C'est selon vous? En tout cas, je ne crois pas. Vous avez les résultats? Non, je dis je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il a été voté par 10 Congolais. Monsieur Mouka, lui, même chez lui, je ne sais pas moi, à la Mongala, je ne sais pas si on le connaît. Donc, ces messieurs ont la liberté de dire ce qu'ils pensent, mais ce que veut le peuple, c'est là où se trouve la majorité. C'est là où, en tout cas, nos leaders de la Mouka estiment que nous devons aller... Comment vous êtes sûr que votre proposition, c'est la proposition que le peuple donne le... Parce que derrière Martin Fayoulou et tous les leaders de la Mouka, je vois Adolphe Mouzito, initiateur de Nouvel An, nous avons 60 qui ont voté pour la Mouka aux dernières élections de 2018. Mais les gens que vous aviez cités ici, je l'ai dit, je ne sais pas s'ils ont été votés même pas. Donc, leur proposition, ça peut être une bonne proposition, ça peut être légitime, mais lorsque le peuple n'accorde pas de crédit à cela, je pense que nous devons mettre ça au frigo, voir ce qui peut être essentiel. Mais déjà, lorsqu'ils disent que nous devons ramener au ministère de l'Intérieur, ça s'est fait aussi ailleurs. C'est ça le principe. Mais pourquoi est-ce que partout en Afrique, parce que c'est pas seulement au Congo, si vous allez au Congo, au Gabon, vous allez en Côte d'Ivoire, un peu partout, nous avions des commissions électorales. Ce sont des commissions. Pourquoi des commissions? C'est parce que justement, on a vu qu'en Afrique, on a un sérieux problème. Les gens qui sont au niveau de l'administration pensent que puisqu'ils sont à l'administration, ils dépendent du pouvoir qui gère le régime, ils dépendent du président de la République. Pourtant, les administratifs, les fonctionnaires sont apolitiques. Mais au Congo, malheureusement, dans la pratique, nous constatons que les administratifs sont dépendants des leaders politiques. Donc ce n'est pas une bonne proposition pour vous parce que vous pensez que les élections seront politisées. Nous n'avions pas encore un pouvoir légitime. Nous n'avions pas encore de pouvoir démocratique. Ça serait mal voir les choses que de penser à mener l'organisation des élections au niveau de l'administration, précisément au niveau du ministère de l'Intérieur. Je sais qu'une fois j'étais avec vous ici, vous m'avez dit que la question de l'Est vous préoccupe aussi, nous allons en parler, mais je reviens à une proposition également de Dr Noël Tchani qui avait pensé de la Congo. Mais vous l'aimez beaucoup. S'il vous plaît, je vous pose la question, restant scientifique aussi. Il pense, la Congolité, il dit que avant de postuler comme candidat président de la République, vous devez être Congolais des pères et des mères. Vous, la Mouka, selon lui, ça éviterait un danger, une occupation plus tard à la République démocratique du Congo. Est-ce une bonne idée ou pas? D'abord, j'ose croire que lui-même, c'est un Congolais, 100%, il n'a pas une nationalité douteuse, j'ose croire. Il s'appelle Noël Tchani Mwadianvita, donc c'est un Congolais. Nous connaissons de Belges qui portent les noms de Congolais. On avait ici, paix à son âme, on avait M. Chaloupa qui était Congolais. Donc, il ne faut
dans ces jeux de noms, que nous avons... Restons à la proposition, sa proposition. Moi, je note que lorsque M. Chilombo est arrivé au pouvoir, quelques mois après, il s'est rendu plutôt en Grande-Bretagne, précisément à Londres, si je ne m'abuse. C'est là où il est allé dire que les Banyamulenge étaient nos frères congolais. Je note d'abord cet élément. Deuxième chose, je note, lorsqu'il y a eu... Au regard des données qu'il a sur sa table, les Banyamulenge sont des Congolais. Non, mais attendez. Si sur sa table, il avait trouvé que il faut, en tout cas, tuer tout le nouveau-né de sexe masculin, puis trouver sur sa table, il l'allait exécuter parce qu'il a trouvé sur sa table. C'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que je veux dire, c'est que M. Chilombo ne pouvait pas dire de choses simplement parce qu'on lui a mis ça dans la bouche ou simplement parce qu'il a trouvé sur sa table lui-même en tant que responsable. Qu'est-ce qu'il pense des Banyamulenge? C'est ce que je veux dire. Donc vous pensez qu'il avait agi par procuration? C'était pas lui? Puisque vous... C'est un Congolais des pères et des mères. L'intérêt des Congolais prime en lui. Hein. L'intérêt des Congolais, je ne pense pas que l'intérêt des Congolais prime en lui, parce que si l'intérêt des Congolais primait en lui, ces genres de propositions de messieurs que vous venez de citer, je pense que n'allaient pas être soutenus par sa famille politique en ces moments-ci. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui vous fait mal si Noël Tchani pense que c'est lui qui peut diriger la République démocratique, comme ça s'est fait ailleurs aux États-Unis d'ailleurs? Tu ne peux jamais être président de la République si tu n'es pas né au sol américain. Alors ici, lui pense que vous devez être Congolais, donc de père et de mère. Ça fait mal où? D'abord, on a un sérieux problème, parce que cette question amènerait justement à la question du recensement. Okay. C'est l'intelligence ou c'est la malice de nos amis, parce qu'ils veulent faire passer leur thèse du recensement en faisant un petit crochet sur cette affaire de la congolité. Mais nous disons que à ces jours, ouvrir la question du recensement, c'est comme quelqu'un qui ouvrait la boîte à Pandore. Pourquoi? Parce que nous avons un sérieux problème de la sécurisation. Vous, Lamouka, vous êtes les ennemis du peuple. Dans le peuple congolais, vous ne voulez pas que le peuple congolais puisse avoir la carte, l'identité aujourd'hui. Les Congolais ne s'identifient pas. Vous n'avez pas la carte. Non, les ennemis du peuple congolais, ce sont ceux-là qui veulent, par le mécanisme du recensement, tout en sachant que nous n'avons pas de mécanisme fort pour sécuriser nos frontières, ils veulent profiter de cette faiblesse pour accorder la nationalité congolaise aux Rwandais. Un peu comme l'avait dit M. Chilombo, que les Banyamulenge... Retirer quand même. Il ne faut pas taxer les autorités. Ils veulent donner la nationalité congolaise aux Rwandais. J'assume mes propos. Je dis, nos amis veulent passer la nationalité congolaise aux Rwandais, parce que, je l'ai dit, en Angleterre, M. Chilombo l'a dit. Il n'a pas donné son intelligence, sa technicité. Vous défendez ici en disant que non. Je ne défends pas, je peux que poser la question. Deuxième chose, pour montrer qu'ils sont dans ces mécanismes-là. Ils sont allés, on a eu le dossier de Minembwe. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire où se trouve, ou comment ce dossier a été conclu. Jusque-là... Le chef de l'État avait stoppé le tout. Hein, il avait stoppé, et sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelle information? L'information, c'est que c'était une fuite en avant. Ils ont nommé, ont fait d'abord de Minembwe une commune rurale alors que ça ne remplissait pas les conditions. Minembwe, pendant ces temps, les Rwandais continuent à affluer, continuent à entrer, tout en sachant que nos compatriotes qui vivaient dans ces territoires ont été menacés, attaqués par ces Rwandais. Ils ont fui, ils ont laissé vide là-bas. Et maintenant, ce sont ces Rwandais-là qui se font maîtres de ces territoires. Et malheureusement, avec ce que nous avions dit, la loi, la carte électorale qui s'est répandue comme de petits pains dans cette partie est de notre pays, puisque la sécurisation de nos frontières posait problème. Les machines ont été emportées, volées, et ils ont multiplié des cartes électorales. Il y a plusieurs... Il ne faut pas affirmer des choses que vous n'avez pas de preuves. J'affirme et j'assume. Il ne faut pas affirmer comme ça. J'affirme et j'assume que
il y a plusieurs Rwandais qui détiennent le carte électeurs congolais. J'ai été dans la partie est de notre pays pendant que, en 2019, plusieurs cadres de l'IDPS sillonnaient qui calmement ici librement. Moi, avec le président Martin Fayoulou, le président Adolphe Muzito, on a fêté Noël à Béni, là où on tuait les Congolais. Nous avions mais le chef de l'État aussi, il était là, il avait promis la paix. Donc c'est quelqu'un qui se préoccupe. Non, ben, il était là, il avait promis. De la sécurité. Vous savez, je salue un artiste de mon pays, Alèche, parce que j'ai lu quelque part, j'ai vu qu'il s'est fait, il a risqué. En tout cas de perdre sa vie, lui et toute sa famille, parce qu'on a voulu incendier sa maison. Il a chanté, et dans sa chanson, il dit « Mukonze Lobaki Okucha état-major dans Est, Mukolonini et Gosalema. » Atuni Mutuna. Mais jusque-là, M. Chilombo, il aime les Congolais, mais il doit nous dire où est-ce que nous en sommes. L'Allemagne de l'Afrique, le Congo. Il a doublé quand même l'effectif des FARDC là-bas. Ils sont en train de conquérir. Non, ce qu'il est en train de doubler, c'est l'effectif au niveau de la présidence de la République pour continuer à dilapider le denier public, l'argent du Voilà, Maître Blanc, avant que nous puissions... Il est en train de doubler les effectifs dans les voyages qu'il est en train de multiplier. En quoi c'est mal s'il engage autant de personnes à la présidence du moment qu'il y a des structures qui étaient vides? Ce qui est mal, il a voulu engager les gens, donner l'emploi aux gens, que les Congolais... Je suis contre que les Congolais qui payent et gagner leur salaire normalement ne le gagnent pas et ne travaillent pas. Par contre, on nous amène de gens qui viennent travailler là où il n'y a pas du travail. Au niveau de la présidence, c'est comme ça que nous subissons, c'est que en économie on appelle le dépassement budgétaire. Ils font les excès de ce qui a été prévu simplement parce qu'il doit répondre, il doit satisfaire à tel ou tel autre copain qui venait de l'Europe, qui l'avait soutenu dans telle ou telle autre situation. Ce qui fait que nous, en tant que contribuables, c'est l'argent du peuple congolais, cher Delphin. Ce n'est pas l'argent de M. Chilombo. Il ne peut pas se permettre de les dilapider comme il le pense. Mais lui, quand même, il retourne quand même l'argent à la caisse de l'État. Quel argent qu'il a retourné? Est-ce que tu ne sais pas que, pendant son époque, c'est maintenant là que on a vu un procès de détournement avec M. Kamer et son directeur de cabinet. Lui quand même, il y a des procès. Lui quand même, il y a des procès. Donc c'est quelqu'un félicité qui lutte contre la corruption, contre le mauvaise pratique. Alors, je note que vous le félicitez parce qu'il y a eu des procès à son temps. Dans cette même logique, c'est des fleurs alors. Il faut reconnaître que s'il y a de procès, c'est qu'il y a détournement dans son entourage. C'est qu'il y a de corrompus et de corrupteurs dans son entourage. Parce qu'il n'y a pas que M. Kamere. Il y a eu le monsieur qu'il avait placé à l'agence censée veiller pour qu'il n'y ait pas de tournement, un confrère avocat. Il a été arrêté. On a vu plusieurs autres. On a vu même lui-même prendre une ordonnance pour gracier, libérer les DG de l'OVD et du SOCOC qui ont été condamnés pour détournement sans qu'ils purgent leur peine, sans qu'ils payent le dommage intérêt tel que ça a été arrêté au niveau de la justice. Vous pensez que le président de la République, il n'est pas dans la logique de lutter contre la corruption? Mais s'il était dans cette logique, on aurait pu voir les institutions de Bretton Woods descendre en République démocratique du Congo, coopérer avec nous pour que nous puissions avoir un peu plus de financement et permettre à ce que nous puissions avoir le soutien sur la balance de paiement. Évoluons, Maître Blanchard. Malheureusement, il n'est pas dans cette logique, ce qui fait que les partenaires financiers ne viennent pas au Congo, les investisseurs ne viennent pas, les entreprises ont presque tout fermé, les entreprises minières, ce qui fait que la gestion est opaque, sa gestion laisse à désirer, et ça, c'est nous, peuple congolais, qui subissons, malheureusement, c'est parce qu'ils sont aussi illégitimes que eux-mêmes ne savent pas voir que ce qu'ils font ne va pas dans le sens de résoudre le problème. Ok, gouvernement Samalukonde, social peuple, on n'a pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale provinciale plutôt de Kinshasa, on en parle également. Avec vous, ça fait un mois et quelques jours, il n'y a pas de gouvernement. Ça m'a dit, il faut même avoir la patience. Un gouvernement de warriors. Ben, un gouvernement de warriors. Comment pouvons-nous espérer avoir un gouvernement de warriors si on sait que
eux-mêmes, leurs sources posent problème. Ils ont bénéficié d'un pouvoir qui a été qui ne leur a pas été accordé par le peuple, ce qui fait que nous ne pouvons pas attendre quelque chose de positif. Penser le contraire, c'est même diabolique, parce que déjà, ils tirent leurs sources par un faux résultat. Comment espérer que des gens mal nés puissent produire un résultat positif au profit du grand nombre? Moi, je dis que le gouvernement de ces messieurs, même si ça venait aujourd'hui, pour nous, c'est un non-événement, parce que l'héritage qu'ils vont trouver de 3,5 milliards poserait déjà problème, tout en sachant que 2,5 milliards représentent l'enveloppe salariale de 1,5 million fonctionnaires de l'État, et avec le reste de 1 milliard, il faut se poser des questions. C'est que ces gouvernements pourraient faire. Est-ce que ça serait pour les investissements? Est-ce que ça serait pour la sécurisation de nos frontières? Est-ce que ça serait pour les élections, tout en sachant que les élections coûtent plus ou moins 1 milliard de dollars? Tout ça, ce sont des questions. Donc moi, je conclue en disant que c'est un non-événement, et nous pensons que les Congolais ne pourront pas, en tout cas, bénéficier de quelque chose de ces gouvernements. Vous pensez que ces gouvernements seraient un gouvernement irresponsable, qui ne va pas produire, parce que ça m'a pense produire avec les têtes bien faites qui seront autour de lui? Non, il aura autour de lui que de profiteurs, de gens qui viendront faire saigner les caisses de l'État, comme nous le savons, parce que les discussions qui se font actuellement, si ces gens venaient vraiment pour servir la République, si ces gens venaient vraiment pour le profit des Congolais, ils seraient en train de débattre maintenant là autour de ce qu'ils feraient, autour du programme, autour du projet. Mais vous suivez. Il est en train de faire les deux au même moment. Non, mais quels deux? Quels deux? Parce que il gère les ambitions des uns et des autres. Il est en train de pondre un programme responsable. Non, lui ne peut pas gérer les ambitions des autres. C'est ça aussi les grands problèmes. Parce que je l'ai démontré ici. Je l'ai démontré ici sur ton plateau, autour de cette table, en disant que techniquement, sur le plan de droit constitutionnel, Sama, qui est le fruit d'un gouvernement de coalition, ne peut pas être chef, ne peut pas être décideur. C'est le gouvernement de chef de parti. Ça n'est que la conséquence de l'accord signé entre chefs de parti. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est l'exécution de la volonté des chefs de parti. J'ai l'impression que vous êtes en train de marcher sur notre constitution, du moment que la constitution lui donne quand même le pouvoir. Je le dis et je le répète. Le Premier ministre dans un régime semi-présidentiel a le pouvoir, est autonome, si et seulement si son parti politique a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire avec une assemblée de 250 députés, son parti politique a une majorité de 251 députés. C'est en ces moments-là que le Premier ministre est le vrai chef de la majorité, parce que la majorité qu'il a investie, c'est la majorité des partis politiques. Qui va appliquer le programme de son parti. Les alliances? Or, si nous nous retrouvons dans le cadre des alliances, ça veut dire qu'il n'y a aucun parti qui a la majorité absolue. En ce moment-là, la Constitution, l'article 78, donne l'ouverture au président de la République. Ici, je parle de principe. De mettre en place une personnalité, de nommer une personnalité pour consulter les familles politiques, pour voir parmi ces familles politiques lesquels pourront être d'accord pour constituer la coalition, mettre en place une coalition, laquelle coalition permettrait d'avoir la majorité parlementaire. Ce n'est qu'à ces conditions-là que l'on peut avoir un Premier ministre, parce qu'avant, il n'y avait aucune famille qui avait la majorité. Or, si le Premier ministre provient d'une coalition, le Premier ministre n'est pas le chef de la majorité parlementaire. C'est plutôt le président de la République qui est le chef de la majorité parlementaire, parce que c'est le président de la République, article 78, qui a initié le mécanisme de la coalition pour avoir la majorité. Mais le Premier ministre, la vision du chef de l'État, c'est celui qui est redevable ou responsable devant le Parlement.
Non, mais je crois que c'est trop technique et nous devons avoir un temps beaucoup plus élaboré pour entrer dans ces détails. Parce que je me répète en disant que le Premier ministre, Monsieur Lukonde, tel qu'il est là, ce qu'il applique aujourd'hui, ce n'est pas le programme, parce que la Constitution dit en son article 21, si je ne m'abuse, que c'est le Premier ministre qui élabore le programme du gouvernement en concertation avec le Président de la République. En réalité, c'est le Premier ministre qui élabore. Mais dans le cadre de la coalition, le Premier ministre vient trouver un programme qui a été déjà débattu entre le chef des partis et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre ces programmes, de mettre en machine, parce que la majorité qui se trouve au niveau du Parlement, ce n'est pas la majorité d'une famille politique, c'est la majorité d'une coalition. Et chaque groupe attend du Premier ministre ce qui a été décidé par son chef de parti avec le chef. Regardez-moi, répondez à cette question. Question directe, réponse directe. Vous voulez me dire ici que Kabound, Bati Lukwebo, Jean-Lucien Boussa et tous les autres présidents de partis et des regroupements, ils ont plus de pouvoir que Sama Lukonde? D'abord, j'étais sur le plan de principe, je ne suis pas prêt à vous donner une telle réponse. Parce que vous avez dit, vous avez dit ici que les présidents des partis politiques ont plus de pouvoir que lui. J'étais dans le principe, je ne veux pas entrer dans la cuisine de M. Kabound et tous les autres. Ce que je sais de ces messieurs que vous venez de citer tout à l'heure, c'est que tous sont illégitimes, ils n'ont pas été désignés par notre peuple, et ce que notre peuple doit faire, c'est de se préparer pour faire partir tous ces groupes d'illégitimes. Il nous reste parce qu'ils n'ont pas été élus. Merci Maître Blanchard Mungumba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Est-ce qu'à son temps, Mouzitou avait convaincu, entre Mouzitou et Matata, qui avait travaillé mieux? Je vous ai posé la question à vous de répondre. Ne répondez pas à cette question, s'il vous plaît. Évoluons avec la thématique. Ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa, vous avez suivi Gentini Ngobila avec son vice, une guerre, une réaction par rapport à cela. D'abord, je ne peux pas laisser passer ce que vous venez de dire tout à l'heure. J'ai seulement posé la question, ça vous dérange? Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il faut chaque chose savoir le mettre à sa place. J'avance. J'avance. Ok. Le gouvernement où M. Ngobila est son vice. Je note que M. Ngobila, son vice, et même l'Assemblée provinciale, puisque je suivis récemment une motion contre le président de cette institution, je dis que tous sont de gens qui Il a parlé d'une motion alimentaire. Ce sont des gens qui marchent sur les intérêts de Congolais. Et Godempoy et les députés. Tous ces mondes-là, ils sont dans un même sac. Godempoy, ses députés, Ngobila et son adjoint, tous sont dans un même sac. Tenez, je peux vous prendre juste le quartier, parce que moi je suis des Kalamou. Je peux vous prendre quelques quartiers des Kalamou. Venez devant Maître Taureau. Venez voir comment la chaussée est abandonnée, comment la chaussée est en tout cas dans un état de délabrement. Prenez l'avenue Bongolo, prenez l'avenue Université, vous remontez au quartier Matongé, alors que c'est vrai que tout le monde, on peut critiquer, mais il y a quand même de bonnes choses. Kimbouta était mauvais, certes, mais Kimbouta a laissé quand même de traces. Aujourd'hui, toutes les avenues... Il a créé les avenues là où il n'y avait pas les avenues. Il ne faut pas nous citer Ngobila avec des innovations, puisque la seule innovation qu'Ngobila a amenée, ce sont les inondations de Kinshasa. La seule innovation, c'était pour bouffer de l'argent de Congolais. Merci. Ça ne produit rien. Je veux quand même citer ces 30 exemples. 30 secondes, je vous donne le mot de la fin. L'avenue, si vous voyez la maison de la Bible, cette avenue-là, les gens étaient habitués à prendre des taxis pour aller à l'aéroport sur cette avenue. C'est dans un état d'abandon total. Derrière BKTF, vous prenez quelle avenue encore? Partout. Alors, je me pose la question, ces gens-là, soi-disant gouverneurs et vice-gouverneurs, soi-disant président de l'Assemblée provinciale et ses députés, qu'est-ce qu'ils font? Les débats, c'est autour de l'argent, les débats, c'est autour de véhicules, les débats, c'est autour des intérêts qui ne concernent pas directement le peuple congolais. Merci. Peuple congolais, cher Quinois, je pense qu'il est grand temps que nous puissions prendre nos responsabilités en main. Nous devons nous préparer, après les réformes que nous allons lancer, consensuelles et paritaires, faire partir ces illégitimes, parce qu'ils ont montré que l'illégitimité a donné la conséquence de l'incompétence. Pas gérer. Merci Maître Blanchard Mungumba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Est-ce qu'il avait travaillé mieux à son époque ou pas?